Il joue à besoin en papa au tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins, les mots on néglige wallou. Ou les passés pour nous, mais l'esprit du bolo m'en tête tout. Toujours pas répayé tout n'est station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir tout le monde, bonsoir dans votre émission préférée. Je dis bien préférée. Pas fait jaloux, ceci, cela. N'écoutez pas les gens ni à droite ni à gauche. C'est comme ça. Bienvenue dans Papa Génitaire. Vous savez très bien que celui qui chante au début, c'est Jonathan. Donc, si vous voulez le son, vous lui demandez, sans aucun problème. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir, un plaisir pour nous, de vous recevoir dans notre émission. Ce soir, on va discuter de quelque chose de très, très, très important, un sujet brûlant. On l'a appelé entre famille et violence. Mettez tout au pluriel pour bien comprendre dans quel comment je peux dire ça, dans quel monde, dans quelle atmosphère nous allons rentrer. Mais il est temps de briser certains, je sais pas, j'allais dire paradigmes, mais c'est pas un paradigme. Je préfère dire des tabous. On est là pour progresser, on est là pour s'élever ensemble. Ce soir, il y a Jonathan avec moi, vous allez le voir dans quelques secondes. Et nous avons aussi 3 femmes déterminées à nous apporter un peu de leur expérience. C'est très important que nous échangions ensemble. Donc bonsoir à tout le monde, où que vous soyez, qui que vous soyez. Vous êtes les bienvenus dans votre émission. Jonathan, Saïdia. Tranquillement, on fait. Ça va tranquillement. Ça va poser. On est mardi. Celle-ci nous a fait parler depuis des mois et des mois. Avant le confinement, on y réfléchissait déjà. On cherchait le bon timing, on l'a trouvé. Donc là, à partir de là, on a les intervenantes pour discuter aujourd'hui. Donc j'espère que ce sera une bonne émission. Et j'espère également que vous, téléspectateurs et téléspectatrices, que vous allez apprécier cette émission et que vous allez apprendre de cette émission également. N'hésitez pas à laisser certains commentaires, des retours, si vous avez aimé, pas aimé. Donnez vos points de vue, vos avis. Je ne vous demande pas de vous déchirer sur le net, mais ici, on s'est discuté, on s'est échangé ensemble. Même si on soit d'accord ou pas d'accord, on peut quand même se comprendre. Nous allons commencer par nos invités. C'est un plaisir pour moi de recevoir dans un premier temps Marie-Alice. Saïdia. Ça va, attends. Là, dans quel moment c'est d'où tu es arrivé là? C'est pas seulement beaucoup parti là. D'accord, tranquillement? Ça va, tranquillement. C'est un plaisir de te recevoir dans l'émission. Mais moi aussi, plaisir de revenir sur le plateau. Voilà. Tranquille. Ok, Madame Corinne Charles? Bonsoir. Ça va, Saïdia? Mais ça va. Tranquillement. Contente d'être avec vous. Vous aussi, toujours. Vous êtes kaizotes, les gars. Toujours. Ils savent ça. Madame la présidente de Soli Réseau, ne pas oublier, très important, l'association Soli Réseau qui travaille beaucoup sur la parentalité, mais pas que. Tu nous en parleras un petit peu. D'accord? Okay. Madame Sainte-Rose, alors dans notre émission, vous êtes une nouvelle venue, donc bienvenue. Un plaisir pour nous de vous recevoir dans l'émission Papa Génitaire. On a eu quand même l'occasion de parler un petit peu, d'échanger un petit peu avant cette émission. Eh bien, j'espère que vous allez prendre un réel plaisir à échanger avec nous aujourd'hui. Bel bonjour, bel bonsoir. En tout cas, honoré, vraiment honoré. Je remercie vraiment Madame Corinne Charles de m'avoir parlé de vous, parce qu'on va connaître les autres. Donc, depuis qu'on a parlé de ça, c'est toujours la première fois. Donc, c'est vrai que ça a fait 8 ans que j'ai fréquenté Zouk TV, mais pour moi, c'est en première fois aussi. Donc, merci de l'invitation et puis de ce moment de partage. Et j'espère que nous puissions avancer ensemble. Nous remercions. C'est nous qui remercions. Eh bien, les amis, on va rentrer dans le plat, on va rentrer dans le sujet. Donc, entre famille et violence, mettez tout au pluriel, comme je dis. Au sein de nombreuses familles, il y a des dysfonctionnements, il y a des, comment je peux vous dire ça, certaines violences qui malheureusement polluent nos foyers. On peut parler de violence psychologique, on peut parler de violence physique et on peut parler aussi d'agression. Donc ce soir, on va rentrer dans le vif du sujet, on va un peu secouer les tabous parce que je pense que moi, en tout cas selon moi, j'en discute avec Jonathan, selon moi, notre société, surtout martiniquaise, fonctionne, comment je peux vous dire ça, sous l'égide des tabous. Et malheureusement, je pense que ce sont les tabous qui nous empêchent de vraiment s'élever. Dans le silence, surtout. Il y a des silences qui sont très poignants, qui révèlent peut-être, qui peuvent révéler des blessures profondes. Mais je pense qu'on est aussi là en mode pharmacie. Il y a également des secrets de famille. Et des secrets de famille qui sont très très bien enfouis. Et c'est pas forcément une bonne chose également par rapport aux victimes. Donc nous allons parler aujourd'hui. Mais surtout qu'on parle de bien-être ici. On essaie de contribuer au bien-être de notre société. Donc pour contribuer au bien-être, il va falloir parler des bobos, des blessures, des cicatrices. Maintenant sans forcément juger qui que ce soit.
mais nous nous sentons obligés de mettre les pieds dans le plat. On est dans la construction. Hein. Bon, monde qui est nous peut-être hein, derrière ça, mais bon, moi je vous aime mon grand, il n'y a pas de souci. C'est parti. Ok, c'est parti. Est-ce que tu veux commencer une question ou Vas-y, commence. Ça, ou les moulins courir derrière moi en premier. D'accord. Alors, comme je vous disais, mesdames, on va commencer par parler des violences. Donc, j'en ai cité 3. Je ne sais pas s'il y en a plus, il y en a d'autres. Si vous en avez d'autres, vous me dites. Qui veut prendre la parole? Violence physique, psychologique, agression sexuelle. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit que agression, c'est physique. Ça rejoint la violence physique. Est-ce que vous êtes d'accord déjà sur ce point? Si je ne pas parler, ma Mais agression, ça peut être physique et psychique. Hein? Souvent, nous avons dit qu'il n'y a pas beaucoup de ces paroles bakou, donc c'est parce que nous savons bien qu'en parole, ça peut déchiqueter ou ça peut mener aussi à la mort. Donc, j'ai envie de dire que toutes les notions que vous avez citées là, c'est effectivement des questions de violence, d'accord? Donc pour me présenter du coup à Papa Paginité et à la communauté de Papa Paginité, c'est ça? Oui, c'est bien qui ne nous connaît pas encore. Donc je suis... Oui, je réalise que oui, c'est vrai, excusez-moi de vous, mais c'est vrai, excusez-moi, pardon. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Pas de problème, si je suis parti trop vite. Pardon, non, c'est maintenant que je réalise que je n'ai pas demandé qui vous êtes, etc. Pardon. Peut-être parce que vous à connaître avant Voilà, ça. c'est parce que... On est comme à la maison. C'est maintenant que je réalise. En général, on n'évite pas les étrangers à la maison. Veuillez m'excuser. Pas de problème. Madame Sainte-Rose. Donc comme ça permet de nous aller droit au but et puis droit devant aussi. Donc je suis une survivante d'inceste et de tentative de suicide multiple. Donc je suis présidente de l'AMEVI, qui est l'association des 1001 victimes d'inceste et de traumatisme, qui a été créée en février 2014 sous l'impulsion de 2 psychiatres, le professeur GL et le Dr Sigvard, mais qui a été créée par des survivantes, des hommes et des femmes, parce que c'est pas que les petites filles qui sont violées ou qui subissent des agressions sexuelles de la part d'adultes ou d'autres enfants. Donc les petits garçons sont mais vraiment autant touchés que les filles. Sauf que nous pas dit ça et ça compliqué. On bouge même à l'âge adulte de dire, vous savez, papa moi fait tel magaille ou bien maman moi, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui agressent, on sait bien que les femmes agressent. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, pas ni les blancs et les noirs, les mauvais et les pas mauvais. La violence, c'est toujours une question complexe. Je suis aussi on va dire, secrétaire fondatrice de SOS Crise, mais aujourd'hui directrice et médiatrice en santé père de SOS Crise, qui existe effectivement depuis 6 ans, qui est présidée du coup là par le professeur GL et avec le docteur Sigvard, qui sont les 2 psychiatres. Et SOS Crise, c'est une plateforme effectivement d'intervention de crise pour la prévention du suicide, mais depuis septembre 2021, on a été désigné par le gouvernement pour être cette plateforme, on va dire, multimodale, internationale, pour recueillir le témoignage des hommes et des femmes français, ultramarins, qui ont effectivement été maltraités de leur enfance. Et donc, l'État a mis cette commission-là en place pour mieux étudier et comprendre la situation, parce que quand le professeur Gély est arrivé en Martinique, en 2011, il a dit que Martinique, il n'y a pas mort par suicide, pas ni viol, pas ni inceste, l'homme a blé, si elle l'a blé, il n'y a pas de temps. Et donc, c'est visiblement le même discours qui est un petit peu partout, en France aussi, mais sauf que la réalité, c'est qu'il y a plus de 160 000 victimes, en tout cas en France, de violences sexuelles dans l'enfance. Et en Martinique, on n'est pas protégé par ces questions-là. Donc, c'était juste cette petite présentation. C'est même très présent, en fait, chez nous. C'est aussi même présent. Trop présent. Une victime, c'est déjà une de trop. Ouais. D'accord? Donc, avec l'AMEVI, donc comme je vous ai dit, ça fait 8 ans qu'on existe. Tous les samedis après-midi, des groupes de parole qui ont résisté au confinement, au Covid. Et on n'a jamais fermé, donc on a tenu tant par Zoom, mais aussi nos premiers groupes se déroulaient à l'UAD, l'Unité Anxiété Dépression, où Marie-Alice a pu venir aussi participer en stage. C'est ça. Si elle veut en dire plus tout à l'heure qu'elle dit, on va laisser la liberté de dire ça, il est. Et donc c'est plus de 3000 personnes qu'on a vu passer en 8 ans.
Et c'est vrai, je me rappelle les mots d'une amie d'enfance qui, quand j'ai créé l'association en 2014, elle m'a dit, mais tu sais Fabienne, je crois que tu étais la seule en Martinique à avoir subi ça. Donc, non, je ne suis pas la seule, malheureusement. Ok. Merci pour cette présentation. J'ai pu constater, bon, on va d'abord continuer les présentations, ensuite par rapport à ça, parce que tu as donné beaucoup d'éléments importants, donc on va revenir dessus tout à l'heure. Corinne, tu continues? Corinne, je suis maman célibataire, donc je précise ce statut. Pourquoi? Parce que derrière le fait d'être maman et célibataire, il y a quand même un combat, il y a quand même un style de vie qui a été développé, il y a quand même un caractère qui a été forgé, il y a une expérience aussi qui est à extraire. Je suis professionnelle de santé, donc infirmière de carrière, libérale depuis 4 ans. Et je suis aussi présidente de l'association Solidaires Martinique, Solidarité pour la réforme sociale. Donc la thématique qu'on va aborder aujourd'hui me tient à cœur, du moins. Pourquoi? Parce que justement, je suis dans cette dynamique de la construction familiale. Solidaires a un département qui est dédié justement à la parentalité. Et tout ce qui touche à la parentalité, justement, m'intéresse. Et c'est dans cette démarche-là, justement, que j'ai eu connaissance de l'inceste en Martinique. J'ai eu connaissance des chiffres de l'inceste en Martinique. Et ça a créé une forme de révolte en moi, une forme de colère. Et je me suis dit, mais on est dans ce combat, dans cette bataille quotidienne pour la reconnaissance des droits des pères, pour la reconnaissance de la paternité. Et cette bataille est handicapée justement par ce fléau, par l'inceste et tout ce qui touche aux violences conjugales, aux violences familiales du moins. Et donc du coup, je suis là avec vous aujourd'hui pour débattre du sujet. Merci. Allez, Alice. Rebonjour à tout le monde. Donc je remercie Fabienne et enchantée Corinne et à l'équipe de Papa Génité. Survivante de viol. J'ai été en compagnie, j'ai fait des suivis accompagnement au niveau d'un stage au sein de l'AMVI qui fait un travail formidable auprès des victimes. Il ne faut pas hésiter à la fin de l'émission de laisser l'adresse qu'il faut pour qu'elles puissent les accompagner au mieux. Quoi d'autre? Au niveau des violences, on n'a pas cité certaines violences, il y en a pas mal. Donc, qui dit administratif, parce que c'était global, parce que même en étant dans le couple, on peut subir violence économique, violence sexuelle, violence administrative. Violence administrative. Alors, pour rebondir sur l'effet du terme agression, je dirais plus qualifier la différence. Il faudrait peut-être voir par rapport au texte de loi, rappeler le texte de loi. Et l'agression, c'est rien à voir avec... c'est pas reconnu comme un crime, c'est-à-dire c'est un délit. On va rester dans tout ce qui est délit, si on veut. Ce qu'on va appeler, qualifier comme attouchement, etc. Donc voilà, il y a plusieurs types de violences et puis il faut savoir différencier la violence au conflit souvent, qui n'est pas différenciée au sein des familles. Beaucoup pensent que ce sont des conflits. On voit dans nos entourages où on parle de conflit, on minimise le terme de violence en fait. Donc voilà. Donc, vous savez quoi, je vais vous raconter une anecdote rapide par rapport à certains éléments que vous avez apportés là. Une fois, je sortais du boulot, j'attendais le bus à Fort-de-France et à ma gauche, il y avait 3 hommes. Je me rappelle parfaitement de la scène, il y avait 3 hommes et à ma droite, il y avait 2 jeunes filles. Je ne sais pas si elles étaient sœurs, cousines, mais elles devaient avoir... Une était plus grande que l'autre. Il y en a une qui devait sûrement avoir 15-16 ans, si je ne me trompe pas, et l'autre devait avoir peut-être 13-14 ans. Et en fait, on attendait le bus. Et en attendant, je regarde, à un moment, je me tourne vers ma gauche et je vois ces hommes regarder ces demoiselles. Mais ce sont des hommes qui avaient un certain âge. Et quand j'ai compris que c'est bien ça, et j'avais l'impression d'être invisible dans l'histoire alors que j'étais au milieu, c'est-à-dire, je me suis dit, bon, déjà, les gars sont sans gêne. C'est-à-dire que j'ai senti que ces hommes n'avaient peur de rien. On sentait... Vous savez, quand nous vivons dans une société où, je ne sais pas moi, il y a une sécurité très accrue, je pense qu'il y a des attitudes qu'on ne peut pas avoir facilement. Tandis que là, j'ai senti que moi, mon avis ne comptait pas. Donc, ces messieurs ont regardé ces jeunes filles. Et quand le bus est arrivé, tout le monde allait se diriger vers le bus et l'une d'elles est venue voir l'un des hommes. Apparemment, ils se connaissaient. Bon, je pense qu'il y avait un lien, alors soit, je sais pas, papa, maman, tonton, je sais pas. Mais ce qui m'avait choqué, c'est que ces messieurs, et je suis formel dessus, les regardaient avec ce regard pervers, en fait. Et ça m'avait profondément choqué. Sauf que je me suis reproché le fait de ne pas être intervenu.
même si je n'ai pas entendu de mots déplacés, je n'ai pas vu de gestes déplacés, j'ai senti dans l'attitude qu'il y avait quelque chose de pas sain. Et ça m'avait profond. Je pense que c'est peut-être ça qui m'a empêché d'agir. Mais je vous avoue que c'est un jour qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Parce que parmi les 3 hommes, il y en avait 2. Je sentais bien qu'il n'y avait pas de limite. Je sentais bien dans leur regard qu'il n'y avait pas de limite. Et j'ai senti que la petite qui s'est déplacée, en plus c'était la plus jeune, s'est déplacée parce qu'elle a reconnu la personne. Mais je sentais bien que ces messieurs étaient mal intentionnés. Et ça a longtemps cogité dans ma tête. Et jusqu'à aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû intervenir, même si je m'étais trompé, en fait. Est-ce que dans ce genre de situation, si on ressent quelque chose, on ressent un danger, est-ce que pour vous, il est nécessaire d'intervenir ? Quelle que soit la manière, est-ce qu'il faut faire une remarque à ces hommes ? Est-ce qu'il faut les désorienter un petit peu ? Comment vous percevez ce genre de situation ? Je souris parce que je pense que je devais avoir 19 ans. Hein. La dernière fois que j'ai dit bonjour, je pense que c'est la dernière fois que je lui ai dit bonjour à mon père. C'était un peu dans cet univers. J'avais l'impression que que vous parliez de mon histoire. Non, c'est pas calculé. Mais non, ça date de quoi. Okay. On est en 2022, donc Margareta là c'est 1980, ma fille est née en 94, donc c'est 1993 ça. Okay. Donc cette ambivalence ou ces comportements un petit peu, on ne sait pas quoi, d'accord ? Ça m'a vraiment rappelé ça parce que moi j'ai dit que j'ai été victime de mon père, donc de mes 11 ans à mes 17 ans, c'est en boucle qui pâtait qu'à vivre Épinot, d'accord ? Donc ma mère me l'a présenté quand j'avais 11 ans comme étant mon père. Et c'est vrai qu'à 18 ans, quand j'ai réussi à quitter le nid, quand je le croisais dans la rue, c'était un peu particulier, comment garder cette distance comment ne plus... J'étais plus sous son emprise, mais en même temps, c'est papa obligé de dire bonjour, qu'à quoi c'est en la ria. Malheureusement. Donc cette gêne-là qu'on peut percevoir, effectivement, des fois, c'est pas trompeur. Mais ça me rappelle aussi une autre situation qui nous est arrivée à SOS Crise. Il y a une dame... qui nous a appelé plusieurs fois en disant pareil, elle a vu une scène un peu comme ça à la librairie et que elle veut dénoncer, il faut que le libraire retrouve les coordonnées de cette personne pour dénoncer. Sauf qu'à la Civis, je dis non, mais vous n'avez pas suffisamment d'éléments, d'accord ? Vous ne pouvez pas dénoncer des faits ou des personnes sur une impression. D'accord ? Mais effectivement, ça alerte. Et ce qui est important, c'est pas pour rien que... Comment il s'appelle ce garçon ? Donc, 94, c'est pas M. Janik, notre grand Daddy Pline. Il nous a fait un son magnifique qui défie les touche pas à ta fille. Donc, c'est 94, quoi. Donc, si nous t'es qu'à passer ça plus souvent en tête moon, au lieu de passer d'autres sons qui a fait d'autres travail, c'est peut-être que ces boucles-là qui comprennent que petit moment est fait pour respecter. Donc, d'y fait, t'es qu'à dire nous bien ça avec les femmes en disant femmes faites pour respecter. On a intérêt à respecter les enfants. D'accord? Et que là où il y a une jeune fille, 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est pas un moment femme qui nous vend. Donc, je pense qu'on a à resacraliser les enfants dans notre pays. Il y a une psychanalyste qui est déjà décédée, qui s'appelle Alice Miller, qui dit bien que l'origine de la violence, c'est la maltraitance de l'enfance, qu'elle soit psychologique, physique, toute qualité, c'est l'origine de la violence, d'accord ? C'est la maltraitance de l'enfance. Donc, si on n'apprend pas à traiter les enfants comme des êtres humains, eh ben, on aurait une société en décadence. Mais selon vous, est-ce qu'il y a une culture, je dirais une culture à l'inceste en Martinique? Respect qui non. Culture, chaud. Non, respect qui non. Non, je pense pas que ce soit une culture. Quand je dis une culture, peut-être que mes mots sont forts, mais il y a quand même des choses qui sont... Parce que lors de mes recherches, j'ai pu constater que c'est très tabou. Parce que quand je regarde par exemple les plaintes judiciaires,
Je vois qu'en 2019, j'ai vu 19 plaintes. En 2020, j'en ai vu 12. En Martinique, tu parles. En Martinique. Donc, si c'est pour se fier par rapport à ces C'est chiffres, banalisé. 19 plaintes, c'est pas beaucoup, hein. Moi, je trouve. Hein. Il faut savoir, 90% des victimes pas qu'à porter plainte. C'est ça que j'ai constaté aussi. Voilà, donc derrière ce mot tabou, là, il y a plus que tabou. Il y a du déni aussi. Il faut savoir que à l'AMVI, il y a des personnes qui sont venues pour elles, hein, parce qu'elles étaient victimes, ou bien pour leurs proches, des mamans qui sont venues pour leurs filles ou leurs garçons, tout ça. Et au fur et à mesure où elles partageaient dans les groupes, leurs propres souvenirs de violence sont remontés. C'est Montalani 50 ans, Yoni 60 ans. À 50 ou 60 ans de souvenirs, violence, il y a tenu 5 ans qu'à remonter. Quand, en 2014, on a commencé ce travail d'information, de médiatisation sur ces questions d'inceste, au point où tout le monde voulait tuer Fabienne Sainte-Rose, il est temps qu'elle ferme sa bouche ou qu'elle se casse de ce pays-là. Il y a un responsable d'église, hein, une femme, en plus. Donc, vous savez, à l'église, on aime bien envoyer les enfants pour apprendre les bonnes manières, les valeurs, ces valeurs qui construisent des hommes et des femmes debout. Et quand on a parlé de l'inceste, madame a dit, mais depuis quand c'est un crime? On est en 2014. Depuis quand c'est un crime? Depuis quand c'est un crime? Mais ça, c'est monnaie courante chez nous. Voilà. Donc, en plus, c'est peut-être pas une culture, mais c'est de l'ignorance. D'accord? C'est vrai qu'il a fallu attendre quand même 2016 et encore, puisque c'est pas encore complètement gagné, pour que la France, parce qu'on est en France, hein, on est en Martinique, on est surtout en France. On se comprend. OK? L'État martiniquais n'a pas encore frappé sa monnaie. Donc, la France a commencé à prendre conscience des choses et a commencé à introduire le mot inceste dans le code de procédure pénale. Parce que moi, mon père, quand j'ai porté plainte contre lui, effectivement, la veille du délai de prescription, il n'a pas été condamné pour inceste. Il a été condamné pour viol sur mineur par personne ayant autorité. Et comme nous l'avons parlé du papa qui n'est pas géniteur, il a fallu que je démontre que c'était mon père. Hein. Il a fallu que je fasse un test ADN puisque je suis un double Ishkon. Hein, et qu'au moment du procès, j'ai appris au moment du procès que j'étais aussi le fruit d'un viol. D'accord? Donc c'est ça aussi notre réalité martiniquaise. C'est ça. C'est chaud. D'accord? Donc derrière ce mot culture, comme on aime la culture et que la culture c'est un bon maillet, nous mettons plutôt le mot ignorance. Mais un truc que je veux constater aussi, c'est que 2016, 2014, on est en 2022. Moi, je trouve que ça fait très proche. C'est très, très proche parce que inceste, viol, agression, ce n'est pas... Ça remonte depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui a toujours existé. Et comment... c'est jusqu'à présent que l'État prend conscience de tout ça? Moi, je me dis... Je me pose la question par rapport à quoi? Non, mais je comprends, c'est vrai, on dirait que le travail vient de naître. On vient de réaliser les choses. Je comprends ce que tu dis. Parce que je me rappelle, il y avait, je ne vais pas donner le nom du ministre, qui a été, je crois, ministre de l'Éducation nationale en France, qui disait à un moment, il y avait certains proviseurs qui avaient des suspicions d'agression, de pédophilie, qu'on envoyait aux Antilles. Qu'on envoyait dans les Outre-mer, pas forcément les Antilles, mais également Nouvelle-Calédonie. C'est Ségolène Royal qui a sorti ça il n'y a pas longtemps. Voilà, c'était Ségolène Royal qui disait ça. Donc, c'est ce problème-là, ça... Mais est-ce que c'est de l'ignorance? Moi, en fait, là où j'ai un doute sur l'ignorance, moi j'ai l'impression que les gens font les choses volontairement. Donc pour moi, c'est pas de l'ignorance. Ça dépend pour qui, pour l'ignorance. C'est-à-dire? Parce que par exemple, moi, en étant professionnel de santé, j'ai pu entendre ça de toute ma carrière peut-être 2 fois. Et c'était par des amis, par des copines. Et quand j'ai eu connaissance justement du travail que fait Fabienne, ce mot inceste, ce mot de violence intrafamiliale, cette expression-là a pris un autre sens dans ma conception des choses. Donc, il y a un déni. Il y a aussi un rapport difficile à ce que ça représente, parce qu'entendre parler d'inceste... Alors, le jour où j'ai découvert Fabienne, j'ai entendu plusieurs témoignages d'affilée. Toute une salle de cinéma était comblée, en fait, de personnes qui rendaient ce témoignage-là. Et quand je me suis retournée, j'ai regardé, je dis, mais attends, tout témoin est là, c'est pas possible. Et c'est là où, justement, il y a eu un autre impact, il y a eu une autre forme de prise de conscience, et je me suis levée dans cette bataille-là pour dénoncer ces choses-là. Tu vois, donc,
est-ce que il y a une forme de déni, il y a une forme aussi d'ignorance, et c'est pour ça justement qu'il faut dénoncer ces choses-là. Il faut signifier que ça existe en Martinique pour ne pas banaliser et non plus ne pas isoler les victimes qui ont tendance à penser que c'est de leur faute, que c'est de leur faute, elles sont seules dans ce cas-là. Et il faut provoquer en fait cette influence, cette convergence vers la liberté de la parole en fait. Par rapport aux chiffres que Jonathan a donné, par rapport aux chiffres que alors je peux dire madame ça, pas de problème, on est en famille, on est en famille qui j'en fait, ou les féminines là. Et c'est tout, c'est en radio, pas en télé quand même. Qui ça il dit en fait? Non, je dis papa me fait scout saint, c'est moi diabète. Je ne bats pas. Non, c'est la famille. Je ne bats pas. Je ne suis pas de cette génération. Aucun problème. J'ai pris, mais je ne donne pas. J'ai entendu vos chiffres et ça veut dire que beaucoup de personnes subissent des violences mais se taisent. Bon, maintenant, je suppose que c'est pas facile d'aller évacuer ou dire, dénoncer, etc. en fait. Parce que je pense que la victime recherche peut-être de l'aide, mais comment... Je pense qu'il y a des victimes qui ont tenté d'en parler et malheureusement ne sont pas tombées sur une oreille attentive. Olivier. Parce que je me suis un peu renseigné et j'ai senti que les gens ne sont pas pris au sérieux quand ils dénoncent certaines agressions. Le problème qui peut se passer aussi, c'est au niveau de l'antenne de justice. Des fois, la plupart du temps, on parlait qu'il y a des femmes, il y a aussi des hommes. Un homme qui va se dire qu'il a été agressé auprès d'un autre homme, il peut avoir aussi une certaine honte qui peut revenir aussi. Et même des fois, est-ce qu'ils sont prêts pour ça? Parce qu'il peut aussi avoir un jugement, un signe qui peut démontrer que la personne ne se sent pas à l'aise pour se confier auprès du professionnel, auprès du policier, auprès du gendarme, pour pouvoir dire oui, j'ai été violé, j'ai été agressé, voilà. Donc, je pense que c'est particulier et je pense que ce genre d'association comme la vôtre, SOS Crise, que les gens qu'ils ont la possibilité de parler en toute ouverture, voilà, de manière, en se soulageant, je dirais se soulager, comment expliquer ça? Comme ils peuvent. Comme ils peuvent, parce que c'est quelque chose, hein. Parce que vous disiez que jusqu'à vos 19 ans, 18 ans 17 ans. De 11 ans à 17 ans, donc c'est un poids et c'est quelque chose. Moi, on va faire quelque chose de bien simple. Tous les téléspectateurs, tous ceux qui sont sur Internet, prenez vos stylos. Premièrement, j'aimerais savoir comment on contacte SOS Crise. On va déjà commencer par là, et vous inquiétez pas, on va rentrer dans le vif du sujet, mais je veux déjà qu'ils aient l'information. Quitte à commencer tout de suite à appeler SOS Crise, autant le faire. Comment on contacte? Donc déjà, dans un premier temps, manquer à remercier nos préventeurs et bénévoles et les salariés de SOS Crise. Donc, on peut nous contacter 24 heures sur 24, donc gratuit, c'est vraiment gratuit ce numéro, au 0800 100 811, d'accord? 0800 100 811. Voilà, 0800 100 811. Donc on a aussi une petite page Facebook où les gens peuvent nous envoyer des messages mais ça va les renvoyer peut-être aussi sur le numéro de SOS Crise. Donc il y a des personnes qui sont formées à recevoir ces témoignages-là. Et il faut savoir, j'en parlais encore ce matin avec un professionnel, quand on parle de viol, d'inceste, il faut vraiment... Il faut faire comme si on parlait d'un accident grave de la route. D'accord? Là, on prend l'auto sous la route là, ou bien il tombait à moto et puis tout coille ensemble. L'action première qu'on fait, c'est pas de l'emmener au tribunal pour faire un procès, tout ça. D'accord? Même si la police vient, machin. On soigne la personne. Et pareil, et c'est vraiment ça le combat de l'AMVI et de SOS Crise. D'accord? C'est vraiment de dire que la priorité, c'est le soin de ces personnes-là, de ces petites filles-là, de ces petits garçons-là, de ces hommes-là. Parce qu'effectivement, ces questions-là touchent autant les hommes. Et on sait bien que les gars, c'est difficile pour eux de dire les choses. Donc, yo, fini plus en disant bouteille rhum là, en disant crack là, en disant cannabis. D'accord? Il court parti plus vite à son enfant aussi parce que il a été déjà maltraité dans son enfance. Et que souvent, on va dire, mais et les gars, quand souvent ils ont été confrontés à ces choses-là, on va faire ça passer par l'éducation sexuelle. Hein? On va dire que c'était une éducation sexuelle. Mais quand tu es 13 ans, et puis que la personne, que ce soit un homme, d'accord, ou une femme de 40 ans, de 30 ans, qui touche, c'est une agression.
OK? Ça pas normal. Parce que... Et c'est vrai que les gens essaient de mettre le doute en disant est-ce qu'il a consenti, est-ce qu'il n'a pas consenti. OK? Souvent, c'est ça, d'accord? Qu'on invoque, qu'on convoque dans les procès. Donc, vraiment se dire, moi, quand je subissais toutes ces choses de la part de mon père, il ne pas prendre un couteau derrière moi, ni machin. J'ai envie de dire que c'est un crime de l'amour. Hein? Parce que le gars, la première fois qu'il me voit, on va dire la deuxième fois, il me dit t'as déjà vu un père amoureux de sa fille et puis qu'elle mettait l'anglais en bouche-point et tout le reste. Donc c'est plus, d'accord, c'est plus que c'est chaud. Voilà, ce ne sont pas que des questions, ce ne sont pas que des mots et des questions juridiques de procès de policiers. Non, et on vous dit, les médecins qui travaillent avec moi, c'est vraiment eux qui m'ont expliqué pourquoi la société avait mis ce mot de crime sur les notions d'inceste. Un pucci, alors que ou là, ou vivant, ou capalé, ou pas mort vivant, ou capalé. Non, c'est un crime parce que ça a touché corps étant ou en vie ou obligé vivre et puis corps. Mais déjà, c'est ça aussi, quoi. Et que les personnes qui ont été victimes de ça présentent les mêmes personnes, les mêmes troubles que les personnes qui ont fait la guerre, qui ont été pris en otage, qui ont survécu à des génocides. Donc oui, là où en Martinique, et puis aux victimes de ça encore, ou pour déjà apprendre à digérer les 400 ans esclavage, digérer la colonisation et digérer aussi les violences intrafamiliales qu'on subit depuis au tout petit. C'est Fabrice qui t'a dit ça, leur petit, il faut tout cas en faire, les filles savent. Pardon d'avoir. Non, c'est super intéressant, il faut l'entendre, hein, il faut l'écouter. Je regarde, vous m'avez montré un document là, on parlait justement de la culture du viol, c'est ça? À la française. Alors ouais. voilà, j'avais un problème avec le mot culture, mais en lisant la culture du viol, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, s'il te plaît? C'est un ouvrage que pourra peut-être publier après sur la page, mais après, chaque personne a sa vision sur le viol. Je vais commencer par la définition, ça sera peut-être plus simple du texte de l'article de loi. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur une personne d'autrui, sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise interviol. Article 22-23 du Code pénal. Donc, ce qui rappelle bien que le viol est un crime. Okay. Donc, aussi, il faut rappeler que toute personne qui participe, qui ont vu, c'est-à-dire tous ceux qui se taisent, en fait, ce qu'on appelle sont complices. Article 40 du Code pénal aussi, passible aussi d'emprisonnement pour tous ceux, parents, cousins, frères et sœurs qui ne parlent pas. Voisins, voisines qui ont peur d'alerter, de signaler. Il y a des services pour ça, il y a des numéros. On ne peut ne pas hésiter à appeler SOS Crise pour parler dans l'anonymat dans un premier temps, afin de vous rediriger pour être orienté au mieux, afin de libérer la parole. Parce que le mieux, c'est qu'on libère la parole, quoi, en fait. Que le silence, il ne doit plus exister. Mais pourquoi ce refus, de la mère peut-être qui est au courant, du cousin, de la cousine, de l'oncle? Alors, tu parles de la dénonciation? De la dénonciation. Pourquoi ce refus? Pourquoi les gens ils ont peur de parler? C'est un schéma, je pense, qui est quand même reproductif dans notre société. Il n'y a pas qu'en Martinique, hein, français hexagonal aussi, qui est déjà bien ancré dans toutes les familles où on a appris la culture de se taire. Pour ne pas répéter ça, le m'as-tu vu, le regard des autres, on vit beaucoup par rapport au regard des autres. Le fait que si on sait que mon mari a touché ma petite fille, mon Dieu, ça, mon qui dit moi, dit c'est famille moi, il peut occuper des séiches moyens, etc. Et c'est surtout porté sur ça, où je serais rejetée par mes frères et sœurs, on va dire que mes enfants sont fous, sont folles. Il y a tout ça. Il y a une pression. Il y a cette pression-là familiale déjà autour qui fait que le silence, des fois, ou bien que la mère ou le père a été aussi précédemment de victime des mêmes. Moi, justement, il y a un détail qui m'a interpellé. Fabienne, tu expliquais que il y a des hommes violents qui en fait on estime qu'ils sont violents parce qu'ils ont vécu ce genre de violence. Donc avant de répondre, je laisse Corinne. Ah pardon, excuse-moi. Et puis après je reviens. Sans problème. On est là, il n'y a pas de problème. Par rapport à ta question, donc en fait les deux cas que j'ai eu en fait c'était des enfants, des filles qui ont été voir leurs parents en signalant qu'elles ont été victimes de viol de cousins. Il y en a une, c'était sa sœur qui l'avait violée.
Et la réaction des mamans ont été de dire à l'enfant de se taire, en fait, de l'enfermer dans un silence, dans un mutisme, et de garder ça pour lui. Pourquoi? Parce que, comme tu expliquais, la famille, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et en fait, en quelque part, je pense que c'est une proposition de réponse par rapport à ce que tu dis là. Ça met la mère, le parent, en tous les cas qui est témoin, qui a l'information, ça le confronte par rapport à l'échec de sa parentalité. Et ça fait que dire que j'ai échoué en tant que parent, mais ça c'est une violence pour un parent de faire l'introspection et de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir dénoncer ces choses-là. Donc je ne dis pas que c'est généralisé, parce qu'il y a des mères, elles vont pas attendre, elles vont réagir tout de suite, mais il y en a qui choisissent le mutisme, qui choisissent de sacrifier leur enfant, parce que pour moi c'est un sacrifice, de sacrifier leur enfant au détriment de l'agresseur, en fait, au profit du moins de l'agresseur. Ce que je peux constater aussi, c'est qu'il peut y avoir l'aspect économique, à savoir que le papa, c'est lui qui ramène de l'argent à une certaine époque. Il y a aussi la catégorie socio-professionnelle, ou bien c'est monsieur un tel ou bien madame un tel, la réputation, comme on disait aussi. Donc tous ces aspects-là, surtout, ça devient tabou, et ce secret-là, il est bien enfoui. Alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là, tu as employé le mot culture que tu as trouvé violent. Moi, je ne vais pas forcément parler de culture, mais je vais parler de prédisposition à. Prédisposition à. Puisque justement, j'ai été victime d'inceste, je risque de reproduire. J'ai été victime de violence, je risque de reproduire. Culturellement aussi parlant, historiquement parlant, au temps de l'esclavage, l'inceste, c'était monnaie courante. Quand on lit le livre comment elle s'appelle, de Lumina Sophie, il y a une partie où on voit que les enfants sont en train de se plaindre à leurs parents parce que le papa est venu prendre leur virginité, en fait. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui s'est reproduit. Et quand on écoute les victimes d'inceste, on voit qu'eux-mêmes, ils ont été victimes d'inceste, et ils ont choisi, par exemple, un mari qui a été victime d'inceste. Leur enfant, c'est la même chose dans le schéma familial. Donc, en quelque part, je parle de prédisposition parce qu'on peut constater qu'il y a un héritage, en fait. C'est-à-dire que le traumatisme se répète c'est transgénérationnel, comme on disait la fois dans notre émission. C'est un traumatisme transgénérationnel qui devient même comme une transmission de valeurs, mais qui n'est pas une valeur fondamentale. C'est-à-dire, je l'ai vécu, donc c'est normal. Voilà, où on parlait de banalisation, on vit dans un déni de l'importance des mots, des violences, des actes posés sur autrui, sur les enfants. On n'a pas tendance à imaginer la répercussion, les conséquences de ces violences, de ces traumatismes chez l'enfant à l'âge adulte. Comme elle disait, à l'âge adulte peut se retourner face à des hommes violents. Si c'est une petite fille, forcément, elle sera peut-être attirée parce qu'elle a appris à accepter, on l'a appris à se taire. Donc, elle reproduit un peu ce schéma qu'on a voulu normaliser chez elle, qu'on a essayé d'intégrer en sa mémoire, et pourtant, le plus souvent, elle sait que c'est pas bien, en quelque part, au fond d'elle-même. Ou au fond de lui. Attends, parce que... Ah oui, par rapport à la question initiale. Excuse-moi, tant pour moi. Bien, si vous regardez nous là, nous comme ça. Donc dans les recherches, dans les études aussi, on a vu que 38% des infracteurs sexuels, donc des hommes qui ont été qui ont été condamnés pour des violences sexuelles, 38% de ces personnes-là, elles-mêmes ont été des victimes d'inceste dans leur enfance. 38%, donc pas 100%. Ce qu'il faut comprendre, donc c'est super important, cette notion de transgénérationnel, tout ça. Moi, pourquoi je suis allée au bout du procès, d'accord? Pourquoi je suis allée dans cette guerre? Parce qu'il faut savoir que quand on allait faire un procès, c'est la guerre au allait. Et ça, nous pas qu'à dire c'est beau de lancer ça. Oh, mais la justice, c'est un beau mot. Non, c'est la guerre. La justice, c'est la guerre. Et je suis allée au bout de cette guerre parce que moi, j'ai 4 enfants, j'ai 4 filles. Aujourd'hui, je suis grand-mère d'un magnifique petit garçon de 10 mois. Mais j'ai 4 filles et pour moi, c'était impossible que mes enfants soient des victimes. Et on vous dit dans toute la littérature que si vous voulez pas que vos enfants soient les prochaines victimes, faut tuer ça, faut tuer la reproduction. Donc, tuer la reproduction, c'est comment dire? C'est effectivement en portant plainte, en dénonçant. Moi, effectivement, j'étais un petit sonson, puisque moi, c'est un petit fille machin de poisson. Moi, c'est un machin de poisson, 75 ans, qui elle-même a été victime dans son jeune âge. Elle avait 9 ans, donc ma grand-mère a eu le temps de me raconter ça avant, il est parti en 2000. Elle a été enlevée par deux Salté de Rivière-Salée qui l'ont agressée pendant une semaine.
Et ma mère, eh ben, elle a grandi avec... et on vous dit bien que quand vous avez subi des violences sexuelles, surtout dans la très petite enfance, ou que ça a été très violent, votre cerveau, il vous protège parfois et il y aura ça refoulement, amnésie post-traumatique. Au cas, mettez ça loin, et pourquoi essayer de battre. Sauf que ton corps et ton histoire te rattrapent. Donc ma mère, même si elle n'a pas vécu en conscience avec ces souvenirs-là, mais sa vie, c'est une vie de survivante. En maman, 10 moments, et 7 papas différentes, puisque papa génitait. OK? Donc oui, je suis un fruit d'un viol. Je suis un enfant d'une femme qui a été elle-même violée, qui elle-même a subi des violences conjugales. Et quand moi j'ai parlé, je suis aujourd'hui divorcée, mais à l'époque j'étais mariée à un avocat. Et c'est lui qui m'a poussée, qui m'a dit porte plainte, tu verras, ça va t'aider. Et je n'ai jamais pu dire les choses en face à ma mère parce que c'est tellement impossible d'aller dire à votre maman que Bouglia, quoi, quand obligé de mettre sexe en bouchon, quand obligé. On peut pas aller dire maman ça, c'est pas possible. Même si on est 20 ans, même si on est 40 ans, c'est pas en discussion au pénis. Donc c'est des choses, ce sont des discussions qui sont impossibles à avoir. Et ma mère, je dis bien ma mère, que j'ai longtemps détestée, hein, parce que pour moi, elle était responsable, que c'était à cause d'elle, c'est elle qui m'avait présenté ce gars-là. Base de complicité. Et alors que la pauvre, il pas au courant. Hein, de mes 11 ans à mes 17 ans, voilà, mais au sentiment, et là, au moment, au café, on l'aura aussi. Donc moi, je l'ai vraiment longtemps détestée. Et en fait, quand elle n'était pas au courant, et du moment où elle a été au courant, eh bien là, elle m'a aidée. Elle a porté plainte aussi avec moi. Donc c'est grâce à elle qu'il y a eu ce procès-là. Mais elle fait partie de ces 10% de mamans. Parce que la grande majorité, il n'y a pas qu'à faire comme ça. Hein. La grande majorité, c'est non, moi, on va dénoncer. Ah ouais? On te met dehors. Tu es à l'aide sociale à l'enfance. On te fout dehors. C'est ça la réalité. Et puis même, je pense que l'homme, enfin, du moins les agresseurs, comment dire, font tout aussi pour freiner cet élan. C'est-à-dire ils peuvent anticiper. Voilà, que c'est l'enfant qui a aguiché. Parce que là, j'ai entendu vos témoignages tout à l'heure, là, et plus vous parlez, plus je revivais les témoignages de certaines victimes qui ont parlé quand elles avaient 9 ans, 10 ans. Donc, c'est des femmes qui ont 60 ans aujourd'hui. Vous savez ce qu'on leur a dit à l'époque où elles ont parlé? Maman menteuse, vicieuse, ça n'a pas de ça organisé. C'est là où je voulais en venir. Mais une question, excuse-moi. Le profil de l'agresseur, la plupart du temps, son profil, il est comment? Il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil fixe. Il n'y a pas vraiment de profil fixe. Non, l'agresseur, il a pratiquement la même méthode, si vous voulez. Il prépare sa victime. Il va préparer sa victime au viol, c'est-à-dire avec les mots qu'il faut, pour essayer, d'amadouer, d'approcher. Mais il y a ce qu'on appelle, Fabienne disait, la sidération, qui est tout à fait normal, qui est un mécanisme de défense du cerveau. Quand elle parlait de protection, donc vous allez voir aussi sur certains auditeurs peuvent regarder Boris Cyrulnik qui explique pas mal, puis il y a le professeur GL aussi qui a fait des émissions dessus. La sidération, c'est-à-dire une victime ayant été victime de viol, au moment où l'acte est posé, on a ce qu'on appelle la sidération, c'est toutes les valeurs enfuies en nous que nos parents nous ont inculquées. Tu sais, le petit garçon ne doit pas toucher ta kékette, ne doit pas ceci, ne doit pas cela. Tout ça vient à cet instant-là. Quand vous réalisez que, par exemple, comme elle disait, le pénis va vous venir à la bouche. Il y a ça. Donc ça fait un choc. Donc le cerveau, il reste là, il bug. Ouais. On est figé parce que souvent des gens disent pour qu'ils ne savent pas faire rien, pour qu'ils ne savent pas crier. On est comme tétanisé. On ne peut plus, le corps il est là. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'état dissociatif, c'est-à-dire que on se dissocie, le corps se dissocie de l'esprit, l'esprit se dissocie du corps. Donc ça veut dire que le corps il est là, il est comme quelque chose d'anesthésié et il se laisse faire. C'est un mécanisme de défense qui sert à protéger la victime qui est en train de vivre le moment. Elle se protège en fait pour ne pas vivre le moment en pleine conscience. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne ressent pas l'agression, ce qui est fait, que ce soit le viol, que ce soit des attouchements, que ce soit les paroles, elle peut l'entendre loin, mais elle essaye de vivre
de ne pas vouloir réaliser, de préférer être dans le déni de ce qui lui arrive. Et c'est souvent, c'est ce que le public extérieur ne comprend pas. Ah non, jamais un homme pas été levé en main les moins, ou bien jamais un homme été violé moins. Que ce soit le viol ou l'agression physique, quelles que soient les violences, il y a ce qu'on appelle la sidération qui fait qu'on est sidéré. Parce qu'on sait que c'est pas normal, mais on se demande pourquoi ça arrive à nous, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Il y a aussi après cette étape-là, la culpabilité, la honte, le regard des autres. Aussi pour la victime, en dehors des parents, de l'entourage, il y a ce problème de culpabilité chez la victime. J'aurais dû crier, j'aurais dû dire quelque chose, peut-être qu'on m'aurait entendu à côté, pourtant il y avait du monde. Mais il faut que la victime aussi comprenne comment fonctionne aussi la mémoire à cet instant. Le cerveau, c'est comme un ordinateur, il a ses mécanismes, c'est comme un ordinateur. Il a des moyens de fonctionner. Pour bien fonctionner, il y a des choses. Quand il fonctionne mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Et bien voilà, elle est face à une agression. Donc souvent, on peut voir aussi que des victimes rigolent en pleine action. On a souvent entendu soit des juges, même se moquer d'une victime quand l'agresseur dit mais elle rigolait, elle était consciente, elle aimait ça. Elle rigolait, elle était consciente. Non, c'est la sidération. Cette personne est sidérée, son corps est là, mais peut-être elle est en train de s'imaginer autre chose, une autre histoire pour ne pas vivre le moment. Et c'est pour ça que l'agresseur qui est en face d'elle, il la voit sourire, mais en fait, elle ne sourit pas pour lui. Oui, je comprends. Elle sourit pour fuir la souffrance qu'elle est en train de vivre. Mais en fait, c'est super important parce que j'ai entendu, d'après certaines recherches, j'ai eu certains échos qui disaient que, par exemple, certaines personnes se sont présentées en gendarmerie et en disant, bon voilà, on m'a violé. Et ils faisaient face à des personnes qui les jugeaient d'entrée. Alors que la personne qui reçoit ta plainte n'est pas censée donner son avis. Il y a un cheminement à faire et puis point barre. Mais les personnes se permettent de juger la personne qui vient se plaindre parce que peut-être eux ne l'auront jamais vécu et pensent qu'on peut juger et jauger la douleur. On peut se dire, mais non, t'as juste touché les fesses. Mais non, il a juste fait... Mais en fait, c'est très grave ce que tu expliques là. C'est très important et très grave ce que vous expliquez, pardon. Parce qu'en final, c'est souvent autrui qui se permet d'anéantir une bonne action, en fait. La personne se plaint, elle vient, elle se présente, mais c'est la personne qui reçoit qui se permet de... Je ne vais même pas dire est-ce que ces gens-là sont bien préparés, parce que des fois, eux-mêmes aussi, ils sont au niveau des policiers ou bien... Subissent des violences aussi? Dans le déni et dans l'ignorance. Oui, l'ignorance, ils peuvent également commettre également certaines choses aussi. Moi, j'aime pas ce mot ignorance. Parce que tu sais, je regardais que les crimes perpétrés sont causés à 96% par des hommes. Déjà 96%. Donc, et c'est dans toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, celui qu'on peut voir, peut-être que lui aussi fait certaines choses aussi. Alors, attention, on l'a dit ça. Quoi? Il y a attention, on l'a dit ça. Parce que laissez-nous garder ça, notre vie en danger. Quand on dit, mais pourquoi les policiers prennent mal aux plaintes? Pourquoi 90% des plaintes sont classées sans suite? C'est ça la réalité aussi. Okay? Parce que c'est toujours à la victime de venir démontrer les choses, d'accord? Et on se demande, mais pourquoi on ne prend pas les plaintes des victimes systématiquement? Et c'est pour ça que le gouvernement a créé la CIVIS, c'est pour aller interroger ça. Qu'est-ce qui fait que les flics, les gendarmes ne prennent pas? Je pense que j'ai une partie de la réponse. Les plaintes. Pourquoi c'est classé sans suite? Parce que classé sans suite. Le manque de formation, est essentiel aussi. La formation, il faut que les gens soient formés sur le territoire. Les professionnels ne formés sont pas... à quoi? Aux violences. D'accord. Aux violences. Et à recevoir les violences aussi. De la violence recevoir ces violences aussi. C'est-à-dire que la personne vient, il y a un minimum quand même de choses à savoir pour voir, parce que s'il est formé, on parlait tout à l'heure là d'accident. Tu avais donné l'exemple d'accident. Quand tu as eu un accident, mais tu es choqué. Voilà, tu paniques. Donc là, tu as quelqu'un qui panique, qui vient te voir. Il faut avoir le recul, il faut avoir le professionnalisme également pour comprendre cette situation-là. Est-ce que cette personne est bien préparée? Là, c'est autre chose. Vous voulez dire quelque chose? Je propose une réponse par rapport au fait que ce ne soit pas forcément pris en compte. Il y a aussi la déconsidération de la valeur de la vie humaine.
Quand on est une femme, est-ce qu'on est reconnu en tant que femme aux yeux des hommes? Est-ce que les hommes sont reconnus en tant qu'hommes aux yeux des femmes? Homme c'est chien, femme c'est tout ce qu'on veut. Donc ce genre de déclarations, de phrases toutes faites qui viennent définir l'homme et la femme font qu'au final, on ne se prend pas au sérieux. Et ça, c'est dangereux, c'est grave. Et en même temps, on est dans une société qui banalise la sexualité, qui banalise le sexe, qui trouve légitime d'introduire ces notions-là très tôt chez nos enfants, sauf qu'un enfant de 14 ans avec des notions sexuelles devient aussi, au regard du thème qu'on traite, un danger, une norme dans la société. Regardez, si vous voulez dire quelque chose. Donc, je voulais venir sur le fait que pour revenir à ce que Corinne disait, c'est vrai que banaliser au niveau de la transgénérationnelle, au niveau des violences, il faut aussi faire de la prévention chez les enfants, les tout petits, depuis la maternelle, leur inculquer. Je ne sais pas si vous avez remarqué que quand les enfants vont à l'école ils font le test de sécurité routière, c'est ça? Souvent, moi je me rappelle ma fille, maman, t'as brûlé le feu. C'est parce que ça l'a marqué. On a tellement enregistré, on les a tellement intégré cette notion du code de la route, même s'ils ne savent pas conduire pour autant. On aurait inculqué cette valeur du respect, des violences, de l'estime de soi aux enfants depuis la plus tendre enfance, sur ce qui ne doit pas être fait et qui est puni par la loi. Ils pourraient peut-être aussi alerter, parce que les enfants, ils sont perdus face à ça. S'ils ont grandi dans un foyer tel où papa viole mes frères et sœurs, tout est banalisé, maman prend des coups, pas le danger, en fait. Maman subit des violences, etc. C'est normalisé, c'est un schéma pour elle dit normal. Sans parler de la pornographie. De la pornographie, exactement. On regarde des films porno avec les enfants à côté, ça n'a pas qu'à péter tête pèse. Et même la musique. Même sans la musique, parce que quand j'écoute Mon coco dans ta quéquette, dans une musique, il n'y a pas longtemps. À la plage, à la mer, tout côté. Voilà, donc automatiquement, donc là, ce côté banalisé-là, il se perpétue jusqu'à présent. Et il faut savoir que déjà, les collégiens, très tôt, violent déjà aussi leurs camarades de classe. Donc, entre eux, quoi. Voilà, c'est grave. Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux. Quand à la rentrée, tu vois que les collégiens se rassemblent pour filmer, ils prennent une règle et puis ils veulent filmer la taille du sexe d'un gars, ils le déshabillent publiquement. Ça, c'est un viol. Sauf que c'est banalisé, on en rit, on fait circuler les vidéos. Ça fait le buzz, mais le cerveau enregistre une autre information. Et à côté de ça, tu as la culture musicale qui veut qu'on en rit. Tu as les films qui veulent aussi qu'on en rit. Tu as ce qui se développe dans la société. Mais au final, ça passe comme étant une normalité dans la société. Et ce n'est pas normal. Moi, il y a deux choses. Alors, effectivement, ce que vous avez dit, c'est super important. Franchement, j'ai toujours dit que, comme vous, que je ne comprends pas comment l'école ne veut pas faire entrer dans ces établissements des codes qui ternissent nos vies en société. Oui, comme tu disais, Marie-Alice, oui, on nous apprend tôt le code de la route, alors que ce n'est pas à 5 ans, 6 ans, 12 ans qu'on va apprendre à conduire. Donc ça veut dire que ça, c'est un outil pour qu'on comprenne certains codes, certains signes. Comment se fait. Les violences existent depuis non. J'ai l'impression qu'on se dit, à quelque part, non, l'école, la violence ne doit pas intégrer les écoles. L'école n'est pas là pour ça. Pourtant, je suis désolé, je suis allé à l'école, j'ai vu des bagarres, j'ai vu des agressions de couples, entre filles, entre gars, etc. La violence a toujours fait partie intégrante de notre société. Et malheureusement, il y a des personnes qui, comme elle fait partie intégrante de notre société, on se dit que bon, ok, c'est comme l'oxygène, quoi. Ça passe. Deuxième chose, on parlait des personnes qui réceptionnent les plaintes. Je vais parler de l'institution policière. Ce sont des gens qui travaillent dans l'agressivité H24. Mais attention, je ne défends personne. C'est-à-dire que autant ils reçoivent des agressions, autant ils en commettent eux aussi. Et pour eux, c'est leur quotidien. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient dénoncer une agression, eux, ils estiment qu'ils ont assez d'expérience pour te dire directement si tu as été violé ou pas. C'est grave. C'est grave. Parce qu'ils dépassent leur cadre professionnel. Là, ils prennent les choses à cœur et puis ils se disent, moi, comme je vis des agressions tous les jours, toi aussi, tu peux vivre des agressions tous les jours. Je ne suis pas mort, tu ne vas pas mourir.
C'est ça qui est grave, en fait. C'est ça qui est très grave. Et il faut entrer dans ces institutions-là et comme vous parliez, réintégrer des formations pour leur rappeler leurs fonctions essentielles, en fait. Tu n'es pas là pour juger la personne qui vient porter plainte. Tu es là pour prendre la plainte. Parce que sinon, ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Et si aujourd'hui, des plaintes sont sans suite, c'est que dans ces institutions-là, il y a un problème. Je vais rebondir, ne perdre pas ton fil, sur le fait que les plaintes, des fois, sont sans suite. Alors souvent, on compte que les victimes, on demande énormément de preuves. Puisque, sachant aussi, les agresseurs, quand on parlait de profils, on a différents types de profils d'agresseurs. C'est-à-dire, on a des P1V, donc qui connaissent les textes de loi mieux que les victimes. Donc, ils savent comment tous les rouillages pour détourner la justice. Donc, face à ça, ils vont chercher toutes cette sorte de solutions pour que la victime puisse désespérer, puisse perdre espoir si elle n'a pas assez d'éléments de preuve. Mais souvent, ils sont déjà tellement fatigués pour recueillir des preuves, que ce soit par WhatsApp, que ce soit téléphonique, etc. On n'y pense pas forcément sur le coup. Et ça peut être utile. Après, il y a aussi la solution pour violence physique ou psychologique de se diriger vers l'UMJ de la MENA, l'unité médico-judiciaire, qui permet où le médecin légiste pourra certifier la violence physique ou psychologique par un spécialiste. Médecin légiste, ok. Donc tout ça peut être certifié et peut permettre, qui fait une poigne énorme au niveau de la justice. Et le fait d'avoir les IT peuvent permettre de juger plus rapidement l'agresseur. J'ai une question pour toi, Fabienne. Le hashtag #MeTooInceste, est-ce qu'il y a eu des impacts en Martinique par rapport à ça? C'était quand? C'était après 2014? Moi, j'aime bien quand les gens me parlent des hashtag MeTooInceste. Nous créons l'AMVI en 2014. Donc, tout ça qui arrivait après, hein, c'est, voilà. Donc, j'ai envie de dire, nous, famille, tout, nous avant, hein, OK? Et je ne sais pas qui, en tout cas, comme mon père a fait Maguel en mode, OK? Ce qu'il faut savoir sur la libération, ce qu'on n'aime pas trop à SOS Crédit, le professeur Gel n'aime pas trop qu'on dise la libération de la parole. J'ai envie de dire que depuis 1986, Eva Thomas, qui est la première victime d'inceste de France, donc vous allez trouver ça sur Signalé. Qui a donné son témoignage. Voilà, c'est la première victime qui a donné ouvertement, donc en 1986, son témoignage à la télé. 1986. En Martinique, ça a été un petit peu avant 2009, il y a une jeune fille, une Guadeloupéenne, hein, qui s'appelait Reine, qui a donné aussi son témoignage. Donc, MeTooInceste, ils ont commencé depuis en l'année. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être la nouvelle façon de communiquer, les réseaux sociaux. Les hashtags. Enfin, c'est juste des modes. Hein. Donc, c'est peut-être la puissance du média qui fait la différence. Parce que c'est comme ça qu'on a fait incarcéré R. Kelly, parce que nous l'a pas allé là, ok? R. Kelly, comment on a réussi à le confondre, parce que lui aussi il a eu plusieurs plaintes, hein? Et ça a duré longtemps. Hein? On lui a fait des procès, pas procès. Le gars il est sorti, il a créé Billy Vakenfly, il a fait voler tout le monde, et il a été incarcéré que le 27 septembre 2020, ok? Parce qu'on a fait #mute R. Kelly. OK? Donc, effectivement, il faut utiliser les moyens, les armes, d'accord? Notre chère vice-présidente de SOS Crise, Karine Mousseau, qui est avec nous à l'AMVI depuis 2014, qui était venue ici à Zouk TV donner avec nous son témoignage de femmes politiques, de femmes publiques, de professeurs victimes d'inceste de la part d'un homme politique public majeur en Martinique, qui n'est d'autre que M. Pulvar, qui, quand en décembre 2020, elle lâche son nom, hein, et que la France entière, le monde reprend son témoignage parce que c'est le père d'Audrey Pulvar. Donc c'est play agressé la petite play ça qui a intéressé monde, alors qu'il y a des milliers d'enfants qui sont concernés. Donc #MeTooInceste, je sais que je l'ai pas relayé spécialement parce que nous faisons ça depuis 2014.
Et on ne s'est pas arrêté à la Martinique. Donc, on a eu donné des conférences à Paris. On a intégré, effectivement, grâce à Face à l'inceste, donc avec Isabelle Aubry, qui a créé en 2000 l'association AIVI au départ. Ça s'appelle l'Association internationale des victimes d'inceste. Il faut retenir que cette association-là avait été créée à la base par une Martiniquaise aussi. D'accord? La première présidente de AIVI, c'est une Martiniquaise qui s'est malheureusement suicidée quelques mois après. Parce que nous n'avons qu'à parler de justice, de machin. Il faut savoir que quand on parle d'inceste, de viol, le pendant de ça, quand c'est pas pris au sérieux, c'est la mort. Les gens meurent. Les gens meurent soit parce qu'ils meurent de suicide, soit parce qu'on les tue aussi. Parce que le nombre de personnes ont dénoncé et ils ont tué. Moi, je vis avec cette épée de Damoclès où on me dit « On n'a pas fini avec toi, Fabienne. Tu as fait le procès, tu as porté plainte, tu as gagné, mais on n'a pas fini avec toi. » Donc ça, il faut le savoir, que les victimes vivent avec des menaces de mort. C'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. Donc, moi, pas qu'à finir fait la mode. Donc, MeToo inceste. Donc, c'est bien que ça ait pu permettre aux utilisateurs de la toile, hein, parce que j'ai envie de dire que depuis qu'on a créé SOS Crise et voilà, j'ai été un petit peu déconnectée de tout ce qui se passe sur la toile et Facebook, juste changé le nom et quand il mettait, pas même ni temps, ouais, comment on est ça qui a passé. Donc, voilà, on est sur le terrain et c'est la réalité, quoi. C'est le terrain qui parle. Oui, mais au moins tout ça, ça permet de relayer encore l'information. Parce que peut-être qu'il y a une génération un peu plus jeune qui ils sont confrontés à tout ça. Au moins, ils ont aussi la possibilité aussi de toucher différents profils. C'est ça aussi. Nous, à l'AMVI, les groupes sont ouverts de 18 ans à plus. C'est vrai que je suis loin d'avoir 18 ans. Je vous ai dit, je vais avoir 48 ans bientôt. On a vu des jeunes filles de 18 ans la plus jeune fille qu'on a eue, elle avait 79 ans. OK? Donc, que cet outil-là permette aux plus jeunes de parler, c'est parfait. Nous, on a réussi à convaincre en 2014 donc la déléguée aux droits des femmes de l'époque, Madame Augustin. Elle a pris ce pari et c'est la première fois en France, donc en Martinique, en France, c'était la première fois qu'il y avait une campagne nationale contre l'inceste en 2014. Ça s'est pas encore fait. Là, ils ont créé la Civis, donc ça va se faire, ok? Il y aura une obligation dorénavant, de manière, tout le monde s'organise pour fêter, organiser, commémorer le 25 novembre. Eh bien, il y aura une obligation aussi, donc bientôt, de traiter de ces questions-là, donc de la protection de l'enfance. Parce que c'est de ça dont on parle, de la protection de l'enfance. Et protéger un enfant, c'est assurer une société debout. Exactement. D'accord? Parce que quand les médecins m'ont rencontré en 2012, donc j'ai beaucoup aimé quand tu sais, nous on est surfé à sous ça, nous fait qu'on ou pas dit rien. Quand tu as dit, mais il faut savoir que quand des enfants sont victimes de ces choses-là, la suite, quand c'est pas traité, c'est la délinquance. Faut tendre ça. Moi, laissez-moi l'enjoindre en 2012, moi j'ai écrit histoire de vie. Moi, mon histoire de vie, ça s'appelle Testament d'un terroriste. Donc, je me vivais comme une terroriste. Sans maman, sans papa. Parce que là, à 11 ans, des bagages comme ça qui arrivent, même si vos parents sont vivants, vous devenez orphelin. Donc, quand on sans maman, sans papa, en créole, ça veut dire quoi? Ou sans foi ni loi. D'accord? Et la politique de la survie, c'est ça. C'est tuer ou mourir. OK? Et donc, c'est vraiment des questions très importantes. Aussi importante que le chlordécone pour lequel tout le monde se mobilise. Il y a des vagues entières de Martiniquais dans les rues contre le chlordécone. Mais qui est-ce qui se lève pour nos enfants ici? Exact. Qui moun? Qui? La place de l'enfant est sacrée, c'est clair. Qui? Parce que souvent, comme on dit aussi, les pas ni soutirés, les pas ni volés. Donc automatiquement, il y a des choses aussi. Comme on parlait, on disait ça aussi, hein, les secrets de famille, bien enfouis. Il y a la honte que tonton, bien tati, faut pas qu'il soit au courant, faut pas que divulguer certaines choses. Justement, par rapport à ce que tu dis, est-ce qu'on se tait par amour, par peur ou par honte? Parce qu'en fait, le déni rejette toujours un appel à l'aide. Pour moi, c'est de la complicité, hein, c'est de la méchanceté aussi. Hein.
ou bien par méconnaissance. Si on doit mettre un mot gentil, ce serait de la méconnaissance de son rôle de parent. J'ai beaucoup aimé la façon dont tu as apporté ça. Pourquoi? Parce que on est parent parce qu'on engendre, on fait un enfant. Mais il faut savoir qu'on est parent validé si l'enfant nous reconnaît en tant que parent. Pour faire la parenthèse parentalité. Donc j'aurais beau donner mon sang à un enfant, à quelqu'un, mais si cet enfant-là ne me reconnaît pas comme étant parent, comme étant son parent, ben, je ne suis pas parent au final. Je ne suis pas parent, je suis juste un géniteur. Et c'est là où justement la problématique de la parentalité doit être étudiée à un autre niveau. Pourquoi? Parce que la notion familiale, la notion parentale, la notion de responsabilité parentale doit être redéfinie et renforcée dans cette société. C'est important. Mais maintenant, qui va se lever? J'ai envie de dire que les premières personnes qui doivent se lever, c'est nous, en fait. Papa Chinita est là, Soli Réseau est là, tu es là, tu es là. Et c'est à partir, justement, de cette prise de conscience-là qu'on va provoquer chez les téléspectateurs qu'on pourra, justement, générer un mouvement social. Corinne, pour ajouter également, puisque tu le disais, Marie-Alice, tout à l'heure, là, par rapport à... Quand on parlait de complicité, d'ignorance aussi, si les gens ils savaient que, au niveau de la justice, eux aussi, ils pouvaient être confrontés à la justice en ne disant rien et condamnés en ne disant rien, ça aurait changé les donnes. Parce que le fait, moi pour beaucoup on dit rien, moi pas ça. Mais il y a combien de temps aussi pour faire cette action-là? Parce que je pense à la mère de ma copine, là elle a déjà 35 ans, elle a vécu ça quand elle était petite, quand elle en a parlé à sa maman, elle était encore enfant. Et aujourd'hui je regarde comment elle se comporte avec ses deux garçons, elle a un comportement bizarre. À 35 ans, elle dort encore avec ses parents et ses enfants, elle les délaisse, tu vois. Et ces deux enfants-là n'ont pas de repère, si ce n'est qu'entre eux, le grand frère et aussi le père de son petit frère. C'est complexe en fait. Là, ça revient mettre d'autres repères familiaux. Et puis au final, on se dit, mais dans quoi on est là en fait? Tu vois? C'est pas que dans les films, c'est dans la réalité aussi. Et pour prendre tes repères, tu te dis, mais dans quoi je suis là? Je sais pas quoi dire. Les enfants, qu'est-ce qu'ils prennent au petit déjeuner? Biscottes avec ketchup. Quand tu essaies de leur donner à manger un vrai petit déjeuner, ils refusent. Parce qu'ils ne savent. Ils n'ont pas de repères. Voilà, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de... C'est le chaos, c'est le bordel, c'est du n'importe quoi. Et on demande à ces enfants-là de grandir dans une société qui va déjà mal. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Dans un foyer, quelles sont les violences les plus facilement détectables, selon vous? Il y a plusieurs types de violences. Il y a la violence verbale. Il y a la violence verbale. Une fois, j'ai entendu une maman dire à ses enfants, mon bon épisode. Tu as fait 2 enfants, tu ne peux pas dire ça comme ça publiquement à tes enfants. Tu es limité par rapport aux ressources, aux réponses que tu peux apporter aux enfants. Donc, je ne sais pas quoi faire. C'est ça la réalité. En tant que parent, je ne sais pas comment répondre à vos besoins. Mais dire à un enfant... En fait, on rejette la faute sur l'enfant. Voilà, mon bon épisode, je suis désolée, il y a un problème. C'est le rejeter. Hein. Voilà. Verbal. Je commence par le verbal. Physique, hein? Les coups. Ouais. Physique, les coups. J'essaie de réfléchir en même temps que tout le monde, ne vous inquiétez pas. Ça peut être les violences éducatives, là, donc ça fait pas longtemps que la France a intégré, et c'est vrai que à chaque fois qu'on a donné des émissions sur ces questions-là, les gens disent mais m'en prend en cours et m'en prend en prison, sauf qu'il y a 1000 personnes en prison et tout le monde trouve que c'est une prison surpeuplée pour une si petite population. Donc moi j'ai été élevée au coup de ceinture, au coup de tuyau, au coup de coutelet, au coup de crachat, mais il est hors de question que mes enfants vivent ça. OK? Les enfants, il ne faut pas oublier qu'on est dans un territoire exposé à plein de risques majeurs. Et il y a une grosse... C'est parce que c'est pas dans toutes les familles qu'il y a les 40% de vie chère, hein? D'accord? On est... Et même si. Même si, ça ne change pas. Au contraire, il dit, mais que plus on est 40% de vie chère, plus on endetté. Mais bref, fermons la parenthèse. Donc, pour dire qu'effectivement, on est dans une violence économique certaine, c'est pas pour rien que l'État est en train de déployer une espèce de bouclier... comment il a ça? Anti-inflation. Il faut vraiment réaliser que ces gens-là commencent à prendre conscience qu'il y a un vrai problème et que quand on te verse une allocation de 400 €, qui est la même allocation qu'on donne aux gens qui n'ont pas 40% de vie chère, il ne faut pas qu'il y ait un problème. On demande aux familles martiniquaises les mêmes résultats que les familles en hexagone sans les moyens, quoi. C'est venu pas du chauffage, d'accord? Mais la vie a plus cher. Donc, quand une maman n'a pas d'argent pour payer son loyer, puisque tu as dit dans ta présentation que j'ai beaucoup aimé que tu es une mère célibataire. Moi aussi, je suis une mère célibataire de 4 enfants et c'est pas
c'est pas souvent qu'on attire le respect. Ah, au contraire, D'accord? hein, D'accord? c'est une Souvent, bataille, hein, là où c'est un maman célibataire, effectivement, on te regarde. Exact. D'accord? Ouais. On a un peu de mépris pour nous, les gens. Hein? OK? On n'en a pas été capable de garder nos hommes. Bref. Il y a je ne sais plus du coup ce que je disais, mais c'est sur la précarité. Voilà. D'accord? Un enfant qui est dans une famille où il n'y a pas assez d'argent pour boire et manger, payer le loyer, payer l'eau, l'électricité, payer le téléphone, c'est une violence. Exact. OK? C'est une violence. Et cette violence-là peut conduire au suicide aussi. Exact. Quand tu te lèves et que tu ne peux pas nourrir tes enfants, eh ben, il y a quelques mamans qui disent, et des papas aussi, Oui, c'est vrai. on nous finit et puis tout le monde là. Donc c'est, Exact, ouais. je tue les enfants et je me tue avec. Donc on ne peut pas nier ça. La question économique est cruciale et c'est une violence qu'on doit régler ensemble. Il y a beaucoup d'idées préconçues en Martinique. Il y a énormément d'idées préconçues. Déjà, on est un jeune peuple depuis 1848. On a nos souffrances, comme tu disais, l'esclavage, la colonisation, les souffrances, la violence qui est très répétitive actuellement. Manque de repères. Et c'est pourquoi, on le répète assez régulièrement, Papa Génité, sur les réseaux, SOS Crise. Tout ça, c'est aussi pour une reconstruction. Une reconstruction parce que le problème, il est profond. Et il y a eu tellement de secrets, mais tellement de mauvais secrets, je dirais, que déconstruire tout ça, ça permettrait d'avancer. Juste avancer parce que le problème, il est tellement profond, comme tu disais, tu viens de parler de biscottes et de ketchup, même si tu manges ce que tu veux, mais à savoir qu'il y a tellement de familles qui n'ont pas de repères que le travail, il doit être profond pour pouvoir, on doit casser les choses pour pouvoir reconstruire les choses. Moi, je veux dire un truc, je comprends pourquoi on dérange certaines personnes. Je le dis en grand, parce que bon, je crains rien en fait. Mais je veux dire que si on regarde la société aujourd'hui, on parlait de soins au début de l'émission. Si on regarde aujourd'hui la société dans laquelle nous vivons, tous ceux qui donnent des soins sont dévalorisés. Pompiers, on ne leur accorde pas la valeur. Les aides-soignants, on ne leur accorde pas la valeur. Alors que ce sont des gens qui sont dévoués à la santé de toute la population. Exact. Et bizarrement, c'est eux qu'on paye moins, c'est eux qui font le plus, c'est eux qu'on dévalorise, qu'on décrédibilise parfois. La société, alors, je ne sais pas s'il faut dire la société ou le système qui gère cette société a un vrai problème. Un vrai problème parce qu'en fait, ce qui n'est pas important, aujourd'hui on nous dit qu'il faut avancer. Quand j'écoute certains de nos élus, il faut avancer. On est en 2022, mais on avance. On avance sans régler 50 millions de problèmes. Donc quand tu auras beau avancer, tu auras toujours la charge de problèmes sur ton dos. Donc au final, on avance pour faire quoi? Arranger les intérêts de certaines personnes. C'est la réalité en fait. C'est la réalité. On n'est pas dans le soin. On n'est pas dans le bien-être. On est dans la division, l'individualisme, la violence. Parce qu'au final, voilà, c'est ça, c'est une violence finalement, sociale. aujourd'hui, c'est la société qui est violente. Ouais. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance en personne. Aujourd'hui, un petit choc de voiture, 2 petits pare-chocs qui bitaient, nous a sorti coup de là, nous a pas tué l'autre monde là, etc. Coup de fusil, tout bête. Donc, même dans le relationnel, on est toujours dans un homme-femme tendu, confrontation, ou c'est en tébème, ou c'est en couillon. On a malheureusement intégré cette violence dans nos têtes depuis trop longtemps. Pour moi, c'est même pas une question d'esclavage seulement. Parce que c'est pas nous seulement. Si c'était nous seulement, j'aurais dit ok. Mais c'est partout dans le monde en fait. Et malheureusement, aujourd'hui, on nous fait croire que c'est... Mais non, c'est cool, c'est normal. C'est normal. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pas normal qu'il y ait... C'est pas normal qu'il n'y ait pas Papa Génité. Ouais. C'est pas normal qu'il y ait SOS Crise. Exact. C'est pas normal qu'il y ait sur les réseaux. Et j'en passe. Parce que même au niveau de la justice, tu as des personnes qui occupent des postes clés, mais qui se permettent de juger des gens qui sont en danger. On a un grave problème. Et la société, aujourd'hui, elle est polluée par un système ou des systèmes qui font la pluie et le beau temps. Oui, Marie-Alice, excuse-moi. J'allais passer dans mon émotion. Heureusement que tu m'as... Là où c'est important de redire ce que tu disais, c'est que là, on revient encore sur la question de la formation. Oui, même si cette personne est formée, comme fait très bien SOS Crise, ils sont suivis avant pour voir s'ils sont aptes à recevoir la parole. Car c'est important, car si cette personne, dans ses valeurs humaines, ne
n'est pas dans cette relation d'aide, elle ne peut pas recevoir la parole de l'usager, du public qui vient déposer cette souffrance. Elle ne peut pas recevoir, car elle sera sûrement réfractaire, parce qu'on a aussi le policier lambda ou la policière qui fait pareil à la maison. Celui-là, il bat sa femme à la maison, il reçoit, il va banaliser, c'est clair. Il sait très bien que ça va faire écho en lui. Concernant aussi les enfants, il y a aussi elle parlait de mots, mais c'est vrai qu'il faut mesurer nos mots au niveau de nos enfants, au niveau de la société, au niveau de notre entourage, comment on vit dans nos familles, les écoles, au travail, etc. Car souvent, je notais quelques citations, des proverbes qu'on dit chez nous, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Je me dis, en tant que victime, quand tu entends ça, t'intégrer ça, tu te dis, ouais, franchement, pas ça que trouver demain, pense ça toujours. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends des coups aujourd'hui, tu ne sais pas si celui que tu vas tomber demain va te donner plus de coups que celui-là. Donc peut-être qu'il va te donner plus de coups, mais tu aurais dû rester là. Pour ces coups-là, c'était moins fort, il y en avait moins. Et il faut mesurer nos mots, ou bien le bon comme ça, le linge sale se lave en famille. Je pense que ça reflète beaucoup le silence de l'inceste. Le linge sale se lave en famille. Je pense qu'on devrait arrêter de dire ça, le linge sale se lave en famille. Ce qui doit être dit, les mots doivent être posés sur les actes, ce qui fait mal, ce qui blesse, et puis ne pas mettre de barrière, ouvrir la porte. Et c'est aussi difficile, on parlait de jugement aussi, même des juges, bien leur prénom, juge, magistrat. Entre autres, ils jugent, ils tranchent. Mais entre autres, c'est une valeur humaine qu'il faudrait avoir. Cette valeur humaine de compréhension, même si on ne l'a pas vécu, mais de connaissance, et se dire, parce que la jurisprudence, quel que soit là où on va, nous savons tous que ce n'est pas géré de la même manière. Vous allez aller voir un jugement à Marseille ou à Nice, quel que soit là où vous allez aller, ça ne sera pas jugé de la même manière. Mais même un jury. Voilà, le jury n'est pas le même. Donc, le jury représente la société. Donc, tout dépend de ce que la société aussi a intégré. Depuis notre enfance, ce sont nos enfants, la société de demain, où on doit donner ces valeurs, transmettre ces valeurs-là au volet éducatif. C'est vrai, on va entendre peut-être les professeurs vont peut-être me taper sur les doigts, que ce ne serait pas leur travail. Ils ont déjà assez de travail pour faire, mais pourquoi pas, on parle de chômage, créer des dispositifs avec les jeunes pour faire des interventions qui soient formées. Il y a des policiers qui interviennent dans les écoles, des gendarmes, pour parler de la sécurité routière, etc. On peut avoir des jeunes qui interviennent auprès des enfants pour sensibiliser. Le travail de prévention doit se faire encore plus. SOS Crise le fait énormément. On doit redoubler d'efforts. Mais pour cela, il faudrait que les politiques entendent, soient prêts à mettre le paquet. Aussi nous représenter. Dans l'Hexagone, il y avait les élections. J'ai entendu un politicien dire, et ça je retiens, ça c'était essentiel pour moi et pour toutes les victimes, je pense. Je pense qu'elle parlait de combien de temps, le délai. Je pense qu'il ne devrait pas avoir de délai. C'est zéro prescription. Voilà. Prescription zéro. Viol, coup, violence, quel que soit, zéro prescription. Comment ça se fait que vous avez été victime, quand on parle de mécanismes du cerveau qui se met en veille, qui souffre, on parle même au jour d'aujourd'hui que tout ce qui est violence relève de la santé. Ça ne fait plus partie de tout ce qui est social, mais de la santé, parce que ça dégrade la santé mentale de tout un chacun. Ça détruit la victime, ça détruit aussi l'entourage, et l'auteur aussi est détruit, puisque l'auteur aussi a un vécu. Souvent on va entendre dire, ah ouais, mais il faut chercher circonstance atténuante bail pour essayer de dire, mais oui, il souffrait dans sa famille. Mais c'est vrai aussi, il souffrait dans sa famille. Celui qui m'a agressé, je l'ai pardonné. J'étais victime de viol. Je ne connais pas les raisons. Je ne suis pas le thérapeute. Son thérapeute a dû voir son traumatisme, qu'est-ce qui a causé son traumatisme. Il a les raisons qui ont posé. On n'a pas. Le professeur Gérald disait que il y a toujours un élément déclencheur. Il y a des actes qui font, avant d'arriver au stade de la dépression, il y a un état
où on démarre avant d'arriver. C'est-à-dire que cet homme qui est violent, qui a été agressé l'autre, il y a quelque chose aussi dans son enfance qu'on n'a pas suivi. Soit dans son enfance, soit à l'âge adulte. Peut-être qu'on n'a pas écouté. On n'a pas assez écouté ou observé une souffrance. Et malheureusement, il va faire souffrir l'autre. Mais à l'âge adulte, il doit payer de ses erreurs. C'est la société. Il doit payer de ses erreurs. Il doit conscientiser certaines choses. On doit lui faire prendre conscience de certaines choses. Il a des devoirs, il a des droits, mais il a aussi des devoirs envers la société. Donc, il faut que d'un point de vue politique, qu'on soit accompagné au mieux sur le territoire pour aider les différentes associations et les différentes victimes, et ne serait-ce que tout ce qui est juridique, d'un point de vue juridique, s'ouvre un peu plus et comprendre les victimes. On ne peut pas prendre nos souffrances, on ne peut pas prendre la souffrance des victimes, on ne peut pas vivre à la place de chaque victime. Chaque victime va vivre différemment son traumatisme. Et le travail de réparation n'est jamais de la même durée pour tout chacun. Il y a des victimes qui s'en sortent en une semaine, qui se relèvent. Elles vivent avec ça, qui arrivent à vivre normalement. Il y en a qui restent dans des dépressions éternelles. Il y en a où ça crée encore d'autres dégâts, d'autres traumatismes. Il y en a qui se relèvent jamais. Comme dit Fabienne, il y en a qui se suicident. Exactement. Est-ce qu'on doit avoir des morts? Et on parle très peu du suicide. L'association fait le travail de relever les statistiques au niveau des données chiffrées, mais on parle très peu. Combien de fois vous allez entendre des avis d'obsèques que vous n'allez pas entendre? On va entendre, oui, mais yo tué, fusillé à la télé, voilà. Les médias, ils vont dire une balle, machin. Mais combien vont dire qu'il s'est suicidé? Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas des morts par suicide. On n'en parle pas. C'est tabou. Il faut étouffer. C'est pas important. Eh bien, la souffrance, elle vient de là, du peuple. Quand on parle, on frappe, on dit qu'il faut, qu'on vote, mais c'est prescription zéro. Prescription zéro. Et tous ceux, moi je suis pour, je me permets de le dire, je suis pour, au bout de la foi de trop, si il y a danger chez l'enfant, retrait de l'autorité parentale. Exact. Je suis désolée. Tu ne peux pas, je suis désolée, être un bon père ou une bonne mère si tu violes ton enfant. Exactement. C'est pas possible. Au moment où on t'a fait au moment où ça a été puni, sévèrement puni, on t'accompagne. Je ne dis pas à l'âge adulte que l'enfant ne peut pas se retourner vers son parent, mais sous cet enfant mineur, on a le devoir de protection, on doit protéger dès la première fois. L'accompagnement doit être fait vraiment de façon minutieuse, parce que si l'accompagnement n'est pas fait par les collectivités publiques, par les différents organismes, ces enfants, ce sont, comme dit Fabienne, les futurs délinquants, les futures femmes qui vont se prostituer. Ils vont vendre leur corps parce qu'elles n'ont pas cette notion de valeur. Victimes d'inceste, voilà, parce que cette notion d'estime d'elle-même n'a pas été inculquée au sein de notre société. Donc, il faut qu'on travaille l'estime de soi, qu'on apprend à nos enfants l'estime de soi, nos valeurs, avoir confiance en soi. Très important. Alors, ça me touche, je ne vais pas vous mentir. Je suis contente, c'est faire rechercher. Non, mais c'est urgent en fait. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. C'est de l'urgence. Voilà. On est dans de l'urgence. Exact. On minimise souvent l'impact d'un coup, d'une parole, d'un geste. Mais finalement, tout impact a ses effets. Exact. Et si justement on banalise tout, si on jette tout sous le paillasson tabou, ben effectivement, rien ne progresse en fait. Et on se retrouve dans des situations qu'aujourd'hui on appelle buzz, bad buzz, etc. On en rigole soi-disant, mais beaucoup sont concernés par ces bad buzz en fait. Exact. Beaucoup c'est dans tous les foyers finalement. Nous sommes tous en danger finalement. On est ici, ouais. En tout cas, comme tout à l'heure tu donnais certaines citations, il y a aussi des phrases, des mots à déconstruire. La déconstruction passe par là aussi, à travers quand tu disais le neige sale se lave en famille. Il y a tellement de termes qu'on a adopté, qu'on a gardé, qui nous minimisent, qui nous décrédibilisent, etc. Exactement. Qui nous dénigrent. Qui nous définissent aussi. Voilà, qui nous définissent et qui nous dénigrent également surtout. Donc, comme ça va passer partout, avec tout ça là, c'est pour une question aussi. Alors, il faut aller vite, malheureusement. Je rebondis aussi.
c'est au niveau de l'État. Est-ce qu'il y a des pouvoirs locaux qui s'occupent également au niveau de tout ce qui est violence ou inceste? Est-ce que c'est... comment expliquer ça? Est-ce que c'est l'État qui doit gérer ça? Est-ce que c'est l'État qui gère ou bien est-ce que ce sont les services locaux? Oui, c'est tout le monde. Ce qu'il faut savoir, hein, donc, dans mon parcours de rétablissement et de soins, donc j'ai fait ma première tentative de suicide à 22 ans et la dernière à 38 ans. Pendant toute cette période-là, je cherchais de l'aide, d'accord? Il y avait une structure donc avant la vie qui s'appelait le SAMVAS, le service d'aide aux mineurs victimes d'agressions sexuelles. Donc avant la création de l'AMVI, il n'y avait aucune structure il n'y avait aucune association de victimes, d'accord? Quand j'ai appelé le SAMVAS, je dis, mais on ne s'occupe que des mineurs. Je dis, parce que les mineurs n'ont pas qu'à grandir. Donc, il y avait un grand manque, il y a toujours un grand manque. Le gouvernement a créé 2 grosses structures en 2019. C'est le CN2R, donc le Centre national de ressources et de résilience, dont je fais partie. J'en fais partie en tant que patiente experte. Et des CRP, donc des centres régionaux de psychotrauma. Donc, il y en a un aussi en Martinique, qui sont censés être spécialisés dans la prise en charge des victimes. D'accord? Donc, pour que les victimes et les auteurs aussi ne finissent pas à la morgue avant l'heure, il est urgent et important qu'il y ait une prise en charge adaptée, d'accord? Moi, pendant très longtemps, j'ai été suivie et traitée pour des troubles bipolaires que je n'avais pas. Donc, j'ai pris tous les médicaments qui existaient pour des troubles bipolaires que je n'avais pas. Donc, il a fallu attendre 2012 comme psychiatre, formé au psychotrauma, mettre le bon diagnostic de PTSD, d'accord? Et depuis, mon papa prend mon médicament. C'est le médicament, moi, c'est la prière. D'accord? Pas aller, pas aller pour l'église, la prière dit dans la chambre, méditation, les groupes de l'AMVI, d'accord? M'entourer de conseils de personnes qui sont passées par là et qui sont encore plus avancées que moi. Un suivi avec le psychiatre formé au psychotrauma, donc parce qu'il y a des ressources, il faut les utiliser. Et puis quand la dépression arrive, parce que la dépression, c'est un problème de santé mentale majeur et c'est ça qui conduit au suicide. Il faut savoir qu'en Martinique, il y a plus d'un suicide par semaine. Il faut savoir que 80% des suicides, ce sont des hommes. C'est les autres qui meurent le plus par suicide. Et que dans les questions de violence conjugale, 30% des hommes qui sont confrontés aux violences conjugales se suicident. D'accord? Donc quand Marie-Alice dit que c'est une question de santé, c'est pas pour faire joli, c'est une réalité aussi. Donc on a effectivement à prendre la mesure des choses et poser la question, mais oui, mais qui s'occupe de la santé ici? C'est sûr que c'est pas la CT. C'est l'ARS. L'ARS, c'est l'État. Voilà. OK? Donc, que fait l'ARS pour ça? La prévention est capitale aussi. Donc, on ne va pas attendre que nos enfants soient violés pour qu'on puisse mettre les choses en place. Il faut anticiper. C'est pour ça qu'il existe effectivement des programmes d'éducation à la santé sexuelle dans les établissements. Donc, il y a un dispositif qui était beaucoup décrié par certains parents. Ils disent, oh mon Dieu, il va apprendre à faire bis. Non, de même manière, il va apprendre le code de la route, c'est pas pour apprendre au cabria sur la route là. Donc, je suppose qu'on a mis en place, donc c'est une formation aussi que j'ai suivie avec Madame Laurence Communal. Donc, sur les questions de prévention en santé sexuelle. Donc oui, ça existe, mais il faut effectivement le faire. Nous, on vient de remporter un appel à projet au niveau national de labellisation de nos pratiques SOS Crise de prévention en santé sexuelle dans les établissements. Donc il y a des choses qui existent, donc il faut les mettre en pratique. Et puis on invite les parents à faire les choses. Parce que SOS Crise, c'est pas une association de professionnels, hein. C'est une association de monde, c'est nous-mêmes. Tu me parles également Des amis. au niveau du contexte, au niveau du contexte caribéen. Tu me parles également par rapport à une action que SOS Script devait faire. Donc oui, bientôt, disons, on a déjà commencé les travaux, mais en septembre de cette année, on va lancer avec Philippe Jock, qui est président de la CCIM, et Madame Marie-Noël Cataillé, effectivement, ce grand programme de formation de 22 chambres de commerce au repérage des violences qui peuvent conduire aux homicides et aux suicides. Et on va recruter effectivement aussi de préventeurs bilingues, parce qu'il faut aussi ça parler anglais, espagnol pour faire intervention là et les formations. Donc SOS Crise est aussi pourvoyeur de formation aussi,
tant en intervention de crise que sentinelle. Donc, il y a ça aussi qui arrive. Et puis, on sera présent sur le Tour des Yoles. On avait une yole en 2018. Il prend l'eau de l'eau. Mais là, on va être avec la Fédération des Tours des Yoles. Et on sera présent pas sur l'eau, mais sur terre au moment des arrivées pour faire de la prévention. Et c'est ensemble. Très bien. Pour une telle thématique, je pense qu'il va falloir beaucoup plus de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je tiens déjà à vous donner la force, déjà à vous deux, par rapport à l'expérience que vous nous avez partagée aujourd'hui. Sincèrement, respect. Et vous êtes des exemples pour tout le monde. En grand, je sais que toutes les personnes qui vont prendre le temps de regarder cette émission respectent cette action parce que vous avez osé. Négatif, papa génitaire, la forêt, tout ça c'est oser. On a osé. Oser c'est agir. Sur les réseaux aussi. Sur les réseaux, oui, non mais bien sûr, je l'oublie pas. J'ai pas beaucoup de temps, donc merci Fabienne. Merci en grand. On en fera une deuxième, promis. Sur les réseaux, je sais, donc à travailler. Marie-Alice, tu es toujours la bienvenue. Jonathan, donc à battre fer, est toujours chaud. Il essaye au combat. Vous êtes dans l'émission Papa Génitaire. Prenez le temps. Accordez-vous du temps pour écouter ce genre d'émission. On en a besoin tous les jours. C'est très important de penser à notre bien-être. Richesse PA, c'est nous-mêmes. Et en nous-mêmes. En grand. Bienvenue dans Papa Génitaire. Bonne soirée tout le monde et merci encore. Il joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passer pour nous mais l'esprit typolo en tête tout. Toujours pas repayer tout never station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.